On se retrouve pour la suite du résumé de ce livre, Écosystème intestinal et santé optimale, pour la deuxième partie qui va consister à parler des pathogènes et du leaky gut, les porosités intestinales. On va détailler jusqu'à parler des circonstances de ce leaky gut. Bien sûr, je vous encourage à regarder la première partie de résumé que je vous mets ici en lien, de manière à pouvoir comprendre un peu mieux ce dont on va parler maintenant. On va commencer par parler de prolifération bactérienne. Et en premier lieu, les proliférations bactériennes de l'intestin grêle. Dit autrement, SIBO, comme Small Intestine Bacterial Overgrowth. Il est judicieux d'évoquer une prolifération bactérienne de l'intestin grêle, c'est les sujets souffrant de malabsorption ou de diarrhée chronique. Dans cette dernière éventualité, une étude très récente incrimine le SIBO dans environ un quart des cas. Le SIBO survient en particulier suite à l'hypochloridrie causée par la gastrite atrophique et pendant tout traitement par IPP, des inhibiteurs de pompe à protons. Vu la moindre stérilisation du bol alimentaire et le pH duodénal plus élevé. On parle aussi de diverticules au niveau du côlon, et là cela va se manifester surtout dans la partie terminale du côlon descendant et sigmoïde. Cela pourrait être fréquent dans la population de patients dépassant la cinquantaine, et cela cause rarement des plaintes. En cas de diverticule, il faut prioritairement s'attacher à corriger le terrain et non pas se contenter de combattre l'infection par une antibiothérapie. Maintenant, en cas de prolifération des bactéries fermentantes, cela pourra être détectable par palpation soigneuse de la région, surtout de la fosse iliaque droite. En cas de ballonnement important, une grande quantité de gaz émis, dont l'odeur varie beaucoup, de neutre à franchement désagréable, dépendant aussi de la présence concomitante excessive de levure. L'anamnèse alimentaire nous apportera souvent la clé de l'énigme, trop de fibres végétales, beaucoup d'hydrates de carbone, des friandises, etc. Et puis, en cas de prolifération des bactéries sulfato-réductrices, ces bactéries utilisent le sulfate ainsi que les sulfites et les nitrates comme substrat qu'elles transforment en sulfure. Le sulfure d'hydrogène qui sent l'œuf très pourri. Ce sulfure d'hydrogène est toxique pour la muqueuse du côlon, car il inhibe l'oxydation du butyrate, cette fameuse source d'énergie pour les colonocies. Ces bactéries ont un rôle pathogène et peuvent participer à la genèse de la spondylarthrite ankylosante. Parlons maintenant prolifération fongique, donc les champignons. On va parler Candida albicans, qui sont des pathogènes fongiques opportunistes qui se rencontrent dans la microflore gastro-intestinale normale de la plupart des individus en bonne santé. Retenons bien ça, il y a toujours présence de Candida albicans chez quelqu'un en bonne santé. Sa multiplication dans la sphère digestive, favorisée par un terrain favorable ou par une immunité suboptimale, entraîne une série de symptômes. Il existe différents types de candidats. Certains candidats sont spécialement habiles pour tisser des biofilms. Et la liste des candidats est très longue. Comme on peut voir ici, il n'y a pas que le Candida albicans dans la liste de ces champignons. Il fait partie des plus fréquemment observés. Aux États-Unis, pour les nourrissons, entre 1983 et 1993, le taux de candidémie a été multiplié par 11. Les pathologies cutanées comme le psoriasis et la dermatite atopique sont souvent exacerbées, voire provoquées par des infections fongiques du tractus intestinal. Tout est question de quantité. Notre objectif consistera à maintenir ces levures en faible quantité par le biais d'une rééquilibration de l'écosystème intestinal et d'un renforcement des défenses immunitaires. Par contre, nous conseillons d'éviter les éradications massives et agressives des levures. Par exemple, il y a des traitements médicamenteux puissants et prolongés. Nous avons en effet affaire à un écosystème où toutes les espèces maintiennent un subtil équilibre entre elles. La rupture de cette balance délicate par la disparition complète des levures peut entraîner de fâcheuses conséquences. Par exemple, d'autres espèces potentiellement pathogènes risquent de profiter de l'élimination des levures pour se multiplier et entraîner l'apparition des symptômes. Parlons infection par les protozoaires. 4 classes de protozoaires comptent parmi leurs membres des pathogènes humains, les amibes, les flagellés, les ciliés et les sporozoaires. Et ils nous détaillent les différentes sources et les différents effets sur la santé. Il nous parle aussi des infections par différents types de vers, que ce soit le ténia et d'autres vers de différents pays tropicaux. Parlons maintenant immunité et tube digestif. Au niveau de la bouche, la salive contient une série de facteurs de protection contre les agressions du milieu extérieur. Ces facteurs sont produits par les cellules épithéliales buccales et gingivales, ainsi que par les glandes salivaires.
Au niveau de l'estomac, nous avons bien sûr l'acide chlorhydrique qui évite la prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Dans les intestins, l'immunité innée identifie les micro-organismes par l'intermédiaire de récepteurs non spécifiques capables de reconnaître un motif antigénique microbien particulier. Parlons immunité innée. Alors que la réponse immunitaire acquise prend des jours, voire des semaines pour atteindre son efficacité maximale, la réponse immunitaire innée est essentiellement instantanée. La muqueuse de l'intestin grêle se révèle donc bien un outil crucial des défenses immunitaires. Il en découle une riposte directe orchestrée par l'immunité innée, ainsi que la mise en branle des mécanismes plus lents mais aussi plus puissants de l'immunité acquise. Et la maladie de Crohn résulte d'un dysfonctionnement du système immunitaire inné, avec un retentissement sur l'immunité acquise. Il nous rappelle le rôle essentiel du glycocalyx, cette couche d'oligosaccharides accrochée au sommet des villosités, qui permet aux micronutriments de passer à travers le réseau filamenteux, accédant aux enzymes digestives et aux transporteurs de la bordure en brosse. Et il est relativement imperméable aux macromolécules et aux micro-organismes, les empêchant ainsi d'agresser les entérocytes. L'immunité acquise maintenant. Les organes lymphoïdes primaires sont représentés par le thymus et la moelle osseuse, producteurs respectivement des lymphocytes T et des lymphocytes B. Parmi les organes lymphoïdes secondaires, on pense directement à la rate et aux ganglions lymphatiques. Mais on oublie trop souvent l'existence du MALT, le Mucosal Associated Lymphoid Tissue. Ce vaste tissu lymphoïde passe inaperçu car il n'est pas directement visible sous forme d'un organe ou de structures comme des ganglions. Il tapisse la face interne des muqueuses de l'organisme, la muqueuse urogénitale, la muqueuse de l'arbre bronchique et celle des intestins, mais pas celle de l'estomac. Donc dans ces tissus lymphoïdes secondaires, nous avons le GALT, celui qui recouvre les intestins avec une surface correspondant à un terrain de tennis. Les lymphocytes peuvent être isolés ou amassés dans des glandes follicules, ces derniers ayant reçu le nom de plaques de Peyer. Nous avons les cellules M. Au niveau des plaques de Peyer apparaissent d'autres cellules avec peu d'enzymes digestives. Il y a aussi une absence de glycocalyx et de bordure en brosse. Les microvillosités accolées les unes aux autres font place à des digitations plus courtes et bien plus désordonnées en forme de doigts de gants. Elles expliquent le nom donné aux cellules en question, les cellules M. M pour microfold. Le rôle de ces cellules M consiste essentiellement à échantillonner les antigènes et les micro-organismes présents dans la lumière intestinale. Le pôle basal des cellules M héberge des lymphocytes T ou B naïfs qui doivent être informés par les vésicules d'une information antigénique. Sous l'influence des informations antigéniques, les lymphocytes mûrissent en synergie et les lymphocytes T sécrètent des cytokines accélérant la maturation des lymphocytes B. Ceux-ci ne produisent plus des immunoglobulines de type IgM ou IgD, mais des IgA. Les lymphocytes B deviennent des plasmocytes producteurs d'IgA, dites sécrétoires, les seuls efficaces pour la protection des muqueuses. Et dans cette immunité acquise, nous avons aussi les cellules dendritiques, cellules présentatrices d'antigènes spécialisées, qui commencent par ouvrir les jonctions serrées, puis elles envoient des prolongements en forme de dendrites, comme des périscopes. Et ces cellules dendritiques sont capables à la fois d'échantillonner les antigènes et de les présenter directement aux lymphocytes. Parlons maintenant de leaky gut syndrome, ou porosité intestinale. Nous avons vu qu'il y avait des jonctions serrées et à savoir qu'une trentaine de protéines sont impliquées dans le bon fonctionnement de cette jonction serrée. Nous avons une protéine appelée la zonuline qui est capable de désassembler la jonction serrée. Et la gliadine induit la libération de zonuline qui entraîne une augmentation rapide de la perméabilité intestinale. Il y a aussi le rôle de l'ischémie intestinale, un effort physique relativement intense. On parle d'une heure d'exercice à 80% de la VO2 max. Et cela peut entraîner une augmentation de la perméabilité intestinale. Et ce phénomène n'apparaît pas pour des efforts de moindre intensité. Donc en résumé, au cours d'un exercice violent, on aura les intestins qui verront sa quantité sanguine diminuer, puisque le sang sera utilisé dans les muscles. Et à la fin de l'exercice, on aura une reperfusion, donc un retour du sang dans les intestins, qui vont pouvoir entraîner tout ce jeu enzymatique, cette libération d'acide urique et cette libération de radicaux libres qui vont pouvoir agresser la muqueuse. D'où une problématique potentielle pour les sportifs de haut niveau, ou voire les personnes qui s'entraînent sur des longues durées. Parlons maintenant déficit en glutamine et en butyrate. La glutamine doit être absorbée par la voie orale pour nourrir les entérocytes. Et le manque de glutamine entraînera la mort de certains entérocytes. On doit aussi parler d'alimentation, une alimentation équilibrée qui permettra d'avoir suffisamment d'apport en glutamine. Il nous dit aussi que la chimiothérapie et l'alcool augmentent la perméabilité intestinale. Et il nous reparle des nouveau-nés, en nous disant qu'il y a 100 ans, les nourrissons absorbaient uniquement le lait maternel, voire le lait humain d'une nourrice.
Trop de phospholipides, des mucines inefficaces, pas d'IgA sécrétoire et des jonctions desserrées font que la muqueuse intestinale du nouveau-né présente une véritable passoire, ce qui sera très ennuyeux vis-à-vis des pathogènes et des antigènes qui passent facilement, conduisant à des infections et au développement d'allergies alimentaires. Ces dernières surviennent au contact des animaux ou végétaux, voire d'aliments solides introduits dans l'alimentation du nourrisson durant la première année de vie, alors que sa muqueuse intestinale n'a pas de protection efficace contre ces protéines étrangères. Dans le cas des bactéries commensales, l'utilisation de plus en plus large de probiotiques a mis en évidence l'impact favorable de ces bactéries, issues de la microflore commensale, sur la fonction de barrière intestinale. Les probiotiques réduisent l'hyperperméabilité intestinale. En conclusion, il est très important d'étudier l'état de la perméabilité intestinale. Alors, quelles sont les conséquences de cette perméabilité intestinale? Eh bien déjà, nous aurons l'entrée d'antigènes. Si les jonctions serrées sont ouvertes, il y aura surabondance de stimuli par les antigènes pénétrant à l'intérieur du corps. Dès lors, les conséquences au niveau du système immunitaire s'appellent maladie allergique, maladie auto-immune ou maladie inflammatoire. L'excès de stimulation des défenses immunitaires nous rend réactifs à des molécules habituellement bien tolérées. C'est l'atopie. La formation accrue des complexes antigènes suscite leur dépôt intempestif au niveau des membranes synoviales articulaires. Et là, ce sera l'inflammation articulaire. Cette inflammation articulaire que l'on va avoir tendance à mettre sous le dos de l'âge ou de l'activité ou d'un mauvais mouvement. On retrouve des causes bien différentes. Quant à l'allergie au lait de vache, plusieurs publications attestent une relation de cause à effet. Une large majorité de jeunes enfants allergiques au lait de vache présentent une perméabilité intestinale et le phénomène s'intensifie entre les âges de 6 à 12 mois. Pour l'allergie au gluten, la gliadine provoque chez les sujets atteints de maladie cœliaque une ouverture des jonctions serrées et une hausse de la perméabilité intestinale, dont cette gliadine présente dans le blé et d'autres céréales. Pour détailler un peu plus le mimétisme moléculaire, qui sera capable de donner des réponses auto-immunes croisées, un peptide étranger, infectieux, mais aussi un aliment fortuit, ressemble parfois de très près à un peptide habituellement présenté par notre système HLA. Ce peptide étranger active logiquement des lymphocytes T et déclenche une réaction immunitaire. Celle-ci risque d'être auto-entretenue par la présentation permanente d'un peptide similaire, son origine endogène expliquant le caractère chronique de la réaction auto-immune. Les lymphocytes B réagissent de la même manière et produisent à long terme des auto-anticorps. Voilà pourquoi la sclérose en plaques est une affection à la fois héréditaire et auto-immune. Une autre conséquence du leaky gut est l'entrée de pathogènes. On va parler de translocation bactérienne qui a été proposée pour la première fois en 1979. Il s'agit là du passage de bactéries viables à travers la muqueuse épithéliale. Nous pourrons avoir aussi une translocation fongique. Décrit en 1993, le tractus gastro-intestinal est considéré comme une importante voie d'entrée pour le candidat vers le flux sanguin. Le leaky gut peut aussi provoquer des entrées de toxines. On va penser d'abord aux mycotoxines produites par les levures intestinales. Et certaines de ces mycotoxines semblent déclencher des pulsions sucrées. Et la surcharge considérable en toxines va surtout poser problème à la détoxication hépatique. On va encore surcharger un peu plus notre foie. Il est facile d'imaginer le surcoût énergétique des patients souffrant de perméabilité intestinale et dont le foie est inondé de molécules à détoxiquer, en plus de son travail habituel. Ils présentent parfois différents signes cliniques trahissant la souffrance hépatique, comme des nausées, des céphalées, en particulier après les repas, un état grippal, une intolérance inhabituelle à l'alcool ou au café, une digestion plus difficile, des compléments alimentaires, une sensibilité anormale aux parfums, des troubles du sommeil, une aggravation des plaintes en cas de stress ou d'activité physique intense. On voit ici tout un tas de symptômes dont la simple prise d'un antidouleur ou d'une solution symptomatique pourrait être problématique en cachant cette cause amont autour de nos intestins. Et enfin, le leaky gut peut provoquer aussi des entrées d'aliments incomplètement digérés. Une maldigestion survient d'autant plus facilement chez les sujets dysbiotiques qui présentent souvent des altérations de leur capacité digestive. Nous citerons notamment un stress révisant fortement le volume et la qualité de tous les sucs digestifs, une mastication insuffisante, un transit digestif trop rapide dû à un parasite ou des réactions allergiques, une alimentation pauvre en enzymes naturelles par des cuissons trop fortes ou des traitements industriels, un régime alimentaire déséquilibré débordant les capacités de digestion enzymatique. Parlons allergie alimentaire maintenant. Il s'agit de réactions alimentaires allergiques immunodépendantes ou allergies alimentaires d'une part, ou de l'action non allergique et non immunodépendant
ou intolérance alimentaire d'autre part. On fait un petit rappel théorique concernant les 4 grandes classes d'allergies. Nous avons le type 1, la réaction intervient très rapidement, généralement dans les 15 minutes après l'ingestion de l'aliment. On parle d'hypersensibilité immédiate et on relève systématiquement la présence d'anticorps IgE. Nous avons le type 2, la réaction se développe soit quelques heures après, soit jusqu'à 3 jours. Il s'agit d'une réaction de lyse cellulaire par anticorps IgG. Puis nous avons le type 3, la réaction survient encore progressivement et on note l'apparition de complexes antigènes-anticorps, donc des IgG, pouvant se déposer au niveau des muqueuses ou des membranes synoviales dans les articulations. Puis enfin le type 4, c'est une réaction là encore plus lente et elle est qualifiée d'hypersensibilité retardée. Cela correspond à l'apparition des lymphocytes T. C'est une réaction de type cellulaire, par opposition à des réactions humorales qui caractérisaient les 3 précédentes. La première intolérance est celle au lactose, laquelle résulte d'une absence ou d'une raréfaction de l'enzyme lactase. Pour être complet, il faut encore citer les allergies alimentaires IgE, mais qui résultent de l'allergie croisée à certains pollens. On voit dans ce tableau un résumé des réactions alimentaires anormales. On a la partie toxique, où là il s'agit plus d'une intoxication, et la partie non toxique que l'on vient de détailler ici, avec les parties vraiment allergiques et les parties plutôt intolérance. A noter qu'on observe souvent une attirance des patients pour les aliments générant de l'IgG, alors qu'ils fuient les aliments à la source des IgE, vu leurs conséquences désastreuses. On expliquera ce comportement par la production compensatrice d'endorphines par le cerveau, une sorte de consolation à l'agression allergique lente. La compensation deviendrait très appréciée par certains qui recherchent les aliments en question pour bénéficier des endorphines. Un mécanisme quand même assez vicieux dont on n'imaginait pas le fonctionnement. Et quand on parle sevrage, on peut comprendre que les sevrages à l'IgE ne posent aucun problème alors qu'il est bien difficile de l'obtenir dans le cas des IgG. Donc on se rappelle, IgE, allergie de type 1, IgG, allergie de type 2. Mais il insiste bien que le sevrage est nécessaire même dans le cas des IgG, car bien sûr l'allergie à l'IgG peut régresser et même disparaître en cas d'éviction prolongée des aliments, provoquant ce genre de problématique. Voici un tableau qui résume les différentes classes d'aliments en fonction des types de réactions potentielles. Parlons maintenant d'allergies aux laits animaux. Les réactions au lait de vache représentent les sources d'allergies et d'intolérance alimentaire les plus courantes. L'allergie à IgG contre les caséines s'avère de loin la plus fréquente. Il rappelle que le lait de vache est un piètre substitut au lait maternel, comme on peut le voir dans ce tableau comparatif qui montre les écarts énormes entre le lait de vache et le lait maternel d'une part, avec beaucoup trop de protéines dans le lait de vache, beaucoup trop de caséine, des grosses différences dans des apports de micronutriments, idem pour la partie IgA, IgG complètement décalée. Bref, tous les écarts sont préjudiciables. Le lait maternel contient énormément de facteurs immunostimulants, compensant le caractère immature des mécanismes de défense immunitaire du nouveau-né. Nous évoquons tout particulièrement les IgA fournis par le lait humain et protégeant les muqueuses du nouveau-né. C'est pourquoi un allaitement précoce au lait de vache est considéré comme une cause d'allergie au lait. L'exclusion du lait de vache chez les nouveau-nés implique donc l'abstention de tout produit laitier et de toutes sortes de protéines de lait animal. Il faut noter que le système nerveux central doit recevoir des acides gras, en particulier l'acide arachidonique, les oméga 6 et les oméga 3, en très grande quantité durant les premiers mois de la vie. Le lait de brebis et surtout le lait de jument génèrent certainement moins d'allergies par rapport au lait de vache et au lait de chèvre. Cependant, l'utilisation alternative d'autres laits animaux ne résout ni les problèmes d'intolérance au lactose, ni les problèmes d'allergie. Donc ces allergies au lait de vache vont provoquer l'apparition de porosité intestinale, des entérocytes. Cette allergie aux laits animaux provoquera aussi potentiellement un syndrome carentiel, l'ostéoporose. Les femmes qui buvaient au moins 2 verres de lait par jour présentent des risques relatifs de fracture de la hanche de 1,45 et de l'avant-bras de 1,05, quand on les compare avec des femmes consommant au plus 1 verre de lait par semaine. 2 études confirment l'absence de protection apportée par le lait vis-à-vis de l'ostéoporose. L'altération de la fonction d'absorption réduit la capacité d'assimiler le calcium des aliments, provoquant ainsi un déficit calcique global à l'origine de la raréfaction de l'os. Donc dit autrement, absorber du lait non seulement n'apporte pas de choses vis-à-vis de l'ostéoporose, mais en plus on va dégrader nos capacités d'absorption au niveau intestinal, qui fait que le calcium contenu par exemple dans les légumes verts à feuilles foncées sera à son tour mal absorbé. Un autre syndrome carentiel dû aux laits animaux est l'anémie. La synthèse de l'hémoglobine
révèle des voies métaboliques complexes faisant intervenir de nombreux micronutriments. L'anémie constitue le premier mode de présentation de la maladie cœliaque chez l'adulte. La deuxième cause d'anémie chez les patients souffrant d'allergies alimentaires est la perte de fer par saignement digestif, qui s'ajoute aux difficultés d'assimilation. Les laits animaux peuvent aussi provoquer des troubles immunitaires comme l'atopie. Une publication montre que des enfants souffrant d'eczéma ont des taux significativement plus élevés d'anticorps IgG au lait de vache. Mais ceux souffrant d'urticaire aiguë présentent un taux élevé d'anticorps IgE contre ce même lait de vache. Un article de 1995 considère que l'allaitement prolongé en sein constitue une protection efficace contre la maladie atopique. On voit se multiplier les articles favorables au lait maternel. L'allaitement en sein devrait être promu en tant que prévention primaire de l'allergie. Un article de 1999 révèle une association entre le type d'allaitement et l'existence d'asthme à l'âge de 6 ans. L'introduction d'un lait différent du lait maternel en l'âge de 4 mois constitue un facteur de risque significatif pour toutes les affections atopiques dans l'asthme. Un autre trouble immunitaire dû aux laits animaux, l'auto-immunité. Différentes préparations de lait de vache ont été mentionnées comme diabétogènes. Le lait de vache peut contenir un facteur stimulant le développement du diabète insulinodépendant. Il existe une relation entre l'exposition précoce au lait de vache et le développement du diabète de type 1. Un autre trouble immunitaire dû aux laits animaux, l'inflammation. Nous devons nous référer à une affirmation répandue de longue date par les naturopathes. La consommation de produits laitiers entraîne une production accrue du mucus au niveau des voies respiratoires supérieures. C'est effectivement une constatation maintes fois vérifiée en clinique, mais il faut souligner que cette plainte existe aussi en cas d'hypothyroïdie dite frustre. Ces sujets émettent régulièrement des raclements de gorge typiques, et même la voix est affectée. Ce qui est logique, car la muqueuse respiratoire constitue en réalité le prolongement direct de la muqueuse digestive. L'inflammation de cette dernière s'étend facilement au sinus, et on retrouve une sinusite chronique chez de nombreux patients souffrant d'allergies alimentaires, et pas seulement vis-à-vis du lait d'ailleurs. Certains auteurs voient une relation entre l'allergie au lait et la polyarthrite rhumatoïde. Une perturbation digestive potentielle due aux laits animaux, la constipation. La constipation chronique peut constituer une conséquence sérieuse de l'allergie aux IgG vis-à-vis du lait de vache. Le remplacement du lait de vache par le soja pendant 2 semaines améliorerait nettement plus des 2/3 des sujets. Chez tous les sujets, la réintroduction du lait de vache provoquait une rechute clinique. Et les sujets répondeurs souffraient avec une fréquence accrue de rhinite, de dermatite ou de bronchospasme. Une autre perturbation digestive due aux laits animaux, les reflux gastro-œsophagiens. Une étude montrait que 30% des nourrissons souffrant de reflux présentaient une allergie aux protéines de lait de vache. Parlons maintenant d'allergie au gluten. Les nombreuses protéines constituant le gluten sont classifiées en albumine, globuline et prolamine. Ces dernières rassemblent les glutéides. Il convient donc systématiquement d'évoquer cette pathologie en cas d'ostéoporose juvénile. Un autre syndrome carentiel, l'anémie. Lorsque l'on réalise un dépistage de la maladie cœliaque au moyen de tests sérologiques, l'anémie constitue le symptôme le plus fréquemment rencontré. Un autre syndrome carentiel, la fatigue, principale manifestation de ce syndrome de carence. Un autre syndrome carentiel, l'infertilité, fonction la plus délicate de l'organisme. On conseille un dépistage systématique de la maladie cœliaque dans les bilans réalisés pour infertilité, surtout lorsqu'aucune cause apparaît à première vue. Et il y a une profusion d'articles à ce sujet entre la relation de la maladie cœliaque et le diabète de type 1. On retrouvera aussi fréquemment une thyroïdite auto-immune. Un autre trouble immunitaire est l'inflammation, avec l'augmentation des anticorps IgA contre la gliadine chez les patients porteurs d'une arthrite psoriasique par exemple. Il y a aussi une relation entre maladie cœliaque et polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique. Une autre conséquence de cette allergie au gluten est la dépression. Les troubles neuropsychologiques en relation avec la maladie cœliaque sont multiples et fréquentes, jusqu'à 10% des sujets. On relève une plus haute fréquence d'ataxie, de céphalée, d'épilepsie, ainsi que des troubles psychiatriques incluant les changements d'humeur, la dépression, la schizophrénie, l'autisme, les troubles de la personnalité, des émotions et des relations familiales. Ce gluten peut aussi entraîner des perturbations digestives et des cancers. En premier lieu, il faut aussi mentionner un risque accru de lymphome non-Hodgkinien. Les lymphomes du jéjunum se développent chez les sujets cœliaques ne respectent digestifs diverses, comme le syndrome du côlon irritable, une insuffisance pancréatique exocrine, une augmentation des transaminases hépatiques. La maladie cœliaque peut aussi ralentir la croissance des enfants et des adolescents et peut retarder la puberté.
Puis il nous parle des autres conséquences des allergies alimentaires, comme les perturbations digestives avec des reflux gastro-œsophagiens, la constipation et un syndrome de motilité anormale, donc les mouvements intestinaux en rapport avec les allergies alimentaires. Bien sûr, la fatigue et les troubles immunitaires divers comme les otites chroniques, la vascularite, les arthropathies, les néphropathies, allergies alimentaires et autisme. L'autisme touche 3 fois plus souvent les garçons que les filles et une étude des années 2000 sur 64 enfants a conclu à l'existence d'une nouvelle forme de maladie intestinale inflammatoire présente chez ces enfants atteints d'autisme ou d'un trouble du déficit de l'attention. Et bien sûr, il parle de la multiplication récente des cas et c'est sans compter ce que l'on peut observer maintenant avec une explosion des cas d'autisme dans le monde. Bien d'autres anomalies de l'écosystème intestinal et de la digestion chez les autistes, avec des infiltrations lymphocytaires, des déficiences en immunoglobuline A, une malabsorption, certains pepsidases de la bordure ambreuse sembleraient dysfonctionner voire manquer chez les autistes, une augmentation de la perméabilité intestinale, des taux une des voies de la phase 2 qui est affaiblie. Et on peut envisager différentes pistes pathogéniques et en conséquence thérapeutiques. L'inflammation de la muqueuse intestinale ne peut guère être contestée. Une protection immunitaire insuffisante de la muqueuse et les allergies alimentaires contribuent au développement d'infections intestinales occultes. L'obésité intestinale peut laisser rentrer ces opioïdes différents dans l'organisme et provoquer des attraits pour le gluten ou des attraits pour le laitage. Avec ces petites phrases de « je ne peux pas passer de mon produit laitier » ou « je ne peux pas passer de mon plat de pâtes », eh bien ça peut s'expliquer par ce genre de fonctionnement. Et cette compréhension peut aider aussi à calmer un peu le jeu et aller vers des régimes d'éviction au moins momentanés pour vérifier les choses. On va parler maintenant des circonstances du leaky gut. Il peut y avoir une circonstance infectieuse avec par exemple un syndrome d'immunodéficience acquise qui va être accompagné de diarrhée chez 30 à 60% des patients dans les pays développés. À savoir que la glutamine améliore la perméabilité intestinale et les capacités d'absorption. Cela requiert des posologies allant de 4 à 8 grammes. Et elle s'accompagne d'une augmentation de la perméabilité intestinale aux macromolécules. Et bien sûr, les dysbioses intestinales peuvent aussi provoquer les leaky gut en entraînant une hausse de la perméabilité des jonctions serrées et un déficit d'absorption transcellulaire au niveau des entérocytes. Voyons maintenant les circonstances pathologiques du leaky gut. Une des causes peut être la prématurité. En effet, les prématurés nés à moins de 28 semaines montrent une perméabilité plus haute et une absorption plus basse que ceux nés à plus de 28 semaines. Le lait maternel exerce un effet protecteur par rapport au lait artificiel, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises. On peut aussi avoir des affections dermatologiques. Il y a une relation entre dermatite herpétiforme, eczéma, psoriasis avec la chimiothérapie, la radiothérapie et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils sont tous associés à une augmentation de la perméabilité intestinale chez l'homme. Seule l'aspirine trouve grâce aux yeux de certains, mais elle augmente néanmoins la perméabilité chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Et un mécanisme fondamental de la cirrhose hépatique, notamment via l'entrée des endotoxines bactériennes. Je vous donne rendez-vous pour la 3e partie qui va maintenant aborder diagnostic et traitement. Voilà pour le résumé de cette partie.